Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo lore et on va parler d'une des nations disponibles pour le jeu de figurines Warcraft de Corvus Belli et distribué en France par Légion Distribution. Qu'est-ce que l'hégémonie d'Ambercycle? Eh bien, c'est un empire jeune, dynamique, hétéroclite et expansionniste. Il profite de la poigne de fer de sa Légion Noire, l'armée la plus puissante et la mieux entraînée du monde, enveloppée dans un gant de soie de diplomates et d'espions des plus chevronnés. L'hégémonie est une puissance sans égale, héritière des 7 tribus des cavaliers magars venus de la baie des chevaux. Elle a démontré que la prospérité peut émaner d'une volonté de faire et d'un désir d'unité, tous deux stimulés par une destinée manifeste. Certains détracteurs de l'hégémonie pensent que la clé de sa suprématie réside dans sa technologie avancée, ses armes à feu bruyantes et ses machines de guerre mortelles sortant des forges, des cimes brisées et des laboratoires de crème Scherer. Certains pensent que c'est de la sorcellerie, du collège de magie qui garantit la prospérité de cette nation. D'autres jugent que sa force émane du pouvoir absolu de l'hégémon, dont les décisions ne sont jamais remises en cause par une clique de nobles et de vassaux, comme dans le royaume de Fundom. Mais toutes ces théories sont erronées. Le vrai secret de l'hégémonie réside dans l'union entre son très haut niveau d'organisation, sa bureaucratie efficace et sa société cosmopolite et multiraciale qui forme un tout supérieur à la somme de ses parties. Dans la langue magare, le mot Ambersig décrit le concept de tout le monde, qui inclut les humains, mais aussi les elfes et les nains. Ainsi, l'hégémonie est un creuset qui synthétise le meilleur de chaque culture. Les nains gantes, descendants d'humbles voyageurs méprisés par leurs pères, sont aujourd'hui ingénieurs, banquiers, artisans et gestionnaires. Les elfes Aestari, qui ont stoïquement affronté une vie rigoureuse pour protéger la sagesse de leur peuple, sont aujourd'hui érudits, magiciens, enseignants et conseillers. Et les humains éphémères, nombreux et méprisés par les empires d'antan, sont le ciment qui unit l'hégémonie, ainsi que ses bras, ses jambes et son cœur. L'hégémonie a de nombreux ennemis, et malgré la puissance de ses armées, elle doit défendre un vaste territoire. Les soldats de la Légion Noire, qui participent à des escarmouches constantes, sont bien accueillis dans la plupart des colonies, car ils sont synonymes de sécurité et de discipline. Dans les provinces récemment incorporées, des rebelles attachés au passé et soutenus par les nations rivales mènent une guérilla vaine mais coûteuse à contenir. Quant aux diplomates ambersigiens, ils doivent se battre bec et ongle pour tenir leurs voisins en respect, d'autant que ceux-ci voient le jeune Gabor Vaniadi comme un chef faible ou un dirigeant fantoche et le surnomment l'enfant hégémon, puisqu'il n'est âgé que de 12 ans. Dans sa fondation par la légendaire Sofia Vaniadi, les progrès réalisés par l'hégémonie et son expansion ont à peine 100 ans et ne cessent d'impressionner. Les elfes et les nains sont émerveillés par ses réalisations, tellement que même son grand rival, le Fundom, fait pâle figure en comparaison. L'hégémonie d'Ambersig est menacée. Ses rivaux de longue date ont toujours été les humains de Fundom, descendants des Vidins. Les deux puissances se sont affrontées à de nombreuses reprises au cours de l'histoire et leur rivalité remonte à un passé lointain, lorsque les Vidins ont exterminé 2 des 7 tribus magares. Mais elles ont aussi été alliées à l'occasion, comme lorsqu'elles ont été unies pour affronter les Yéniséris d'Osman. Actuellement, les relations entre l'hégémonie et le Fundom sont tendues. Et ce n'est pas pour rien que l'ancien duché d'Osmarkos, qui faisait autrefois partie du Fundom, est aujourd'hui une province de l'hégémonie. À Mugas, la capitale d'Osmarkos, se trouve le grand tombeau d'Odouard le Grand, le légendaire roi des Vidas. Le fait que ce célèbre tombeau soit contrôlé par l'hégémonie est une insulte que le Fundom ne peut ignorer. À cela s'ajoute le profond mépris pour les elfes des habitants du Fundom qui ont fini par être expulsés de ces territoires. Le contraste avec l'hégémonie où les elfes sont des citoyens à part entière est saisissant. Les relations avec Avremont sont encore plus hostiles. Pour commencer, l'hégémonie d'Ambersig a accueilli les nains Gent, des nains qui ont décidé il y a des siècles de quitter leur terre ancestrale pour se forger un avenir prospère aux côtés des humains et des elfes.
L'exil volontaire de ces nains n'a pas affecté l'intégrité territoriale d'Avremont. Mais on ne peut pas en dire autant de la révolte des Barbes Coupées, un soulèvement civil récent qui s'est soldé par l'incorporation à l'hégémonie de toute la chaîne des montagnes des Cimes Brisées. Les nains d'Avremont n'ont ni oublié ni pardonné cet affront. L'hégémonie doit aussi faire face à l'arrivée des tribus du Nord qui occupent Grosgard. Elles utilisent la région comme base d'opération pour envahir les territoires ambersigiens par le nord. Les Varangues pillaient sans relâche les provinces de Baklia et de Kelentia depuis des siècles, mais les choses ont changé. Ils sont désormais accompagnés d'orques brutaux. Cette fois, il semble qu'ils aient décidé de s'installer plutôt que de faire des raids, de conquérir ces territoires et de les garder, au lieu de les piller et de se replier ensuite vers la mer. Pendant ce temps, les elfes siémens, ceux qui se sont retirés dans la grande forêt, après la chute de l'ancien empire de Gale-Iceil, émergent de plus en plus fréquemment de leur forêt, et en particulier autour des cèdres. De plus, les elfes les plus sanguinaires et les plus violents qui vivent dans la forêt des cèdres bloquent la route qui reliait Balagia à Misigai, obligeant toute communication avec cette province à passer par la mer centrale. Cette étendue d'eau était autrefois facilement navigable, mais la montée en puissance de l'alliance marchande et des pirates féroces qu'elle emploie constitue désormais une menace à l'encontre de la suprématie navale de l'hégémonie. Et si cela ne suffisait pas, des rumeurs commencent à circuler dans les ruelles et les tavernes. Des histoires que les officiels de l'hégémonie et le gouvernement préféraient ne pas voir se répandre davantage, concernant des monstres émergeant d'un brouillard rougeâtre et de colosses de pierre arpentant à nouveau les terres. De plus, certains individus puissants au sein de l'hégémonie estiment sa domination sur l'Invurne indiscutable. Au lieu d'aider à le renforcer et à le protéger, ils conspirent pour obtenir encore plus de pouvoir. Des militaires de haut rang, des nobles, des seigneurs de guildes, des marchands, des banquiers comptent au rang de ceux qui placent leurs intérêts personnels au-dessus de la gloire de l'hégémonie d'Ambersig. Le souverain actuel, Gabor Vanyadi, est jeune et il est important que son trône soit protégé jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où il pourra le défendre lui-même et devenir le monarque qu'il est destiné à être. Mais certains, en particulier les vétérans de la Légion Noire et les hauts fonctionnaires, héritiers des traditions les plus anciennes, considèrent ces défis comme une merveilleuse opportunité pour l'hégémonie. Pour eux, le plus grand ennemi du rêve de l'Ambersig est son propre succès et la complaisance qui en découle. Il faut continuer à se battre et persévérer pour transformer cette période tumultueuse en une impulsion et engendrer une hégémonie forte et unie. Elle deviendra alors une puissance implacable qui unifiera l'Enworld par la force de ses armées, la ruse de ses ambassadeurs et la puissance écrasante de ses progrès. L'hégémonie d'Ambersig est menacée, qu'à cela tienne. Elle dispose de beaucoup de troupes pour se défendre. Voyons voir lesquelles. Tout d'abord, les Hetman, ce sont les officiers légendaires qui commandent les détachements de la Légion Noire en reconnaissance de leurs expériences et de leur jugement. Ils jouissent d'une grande autonomie, démontrent la flexibilité de l'armée de l'hégémonie. Un Hetman peut assembler un petit groupe de soldats issus de n'importe quelle compagnie et commander personnellement des missions qu'il juge importantes, sans devoir en référant à ses supérieurs. Ce sont des combattants extrêmement habiles, mais ce qui les rend uniques, c'est leur extraordinaire capacité de commandement. Il n'y a pas un légionnaire qui ne soit pas prêt à donner sa vie sans hésitation pour son Hetman. Leurs ordres sont suivis aveuglement. Les membres de la Légion Noire savent que leur officier leur dicte à coup sûr la meilleure option vers la victoire. Vous avez aussi les caporaux, la vertu la plus importante de tout bon caporal, le grade le plus bas des officiers de la Légion Noire est la patience. Son travail consiste à résoudre une énigme impossible, transposer les ordres reçus d'en haut à la réalité du champ de bataille. On attend toujours le meilleur des membres de la Légion Noire et c'est un témoignage de la compétence de ces officiers qu'ils atteignent et même dépassent ce niveau d'exigence. Vous avez ensuite les stratégos. Les stratégois sont les aides de camp de l'Hetman, très intelligents, leurs analyses posées et lucides de la situation, en plein cœur du sang, de la poussière et des cris de champ de bataille, a permis de remporter d'innombrables victoires.
Ce ne sont pas des chefs ni des combattants, mais ils sont les meilleurs amis qu'un chef et un soldat puissent avoir. Leur esprit perspicace permet à tous d'être au bon endroit, au bon moment. Les chirurgiens de guerre ensuite. La pratique de la médecine n'est pas encore entre les mains des prêtres ou des sorciers, mais entre celles de personnes hautement qualifiées qui poursuivent l'étude de la philosophie naturelle et comprennent comment le corps des humains, des nains et des elfes fonctionne réellement. De plus, quelqu'un qui sait comment soigner un allié blessé connaît aussi la meilleure façon de mettre fin à la vie d'un adversaire en bonne santé. Ensuite, vous avez les légionnaires des 8 provinces. La Légion Noire est une grande machine d'unification au sein de laquelle les soldats des différentes provinces s'entraînent et combattent ensemble, créant une cohésion qui dépasse le champ de bataille et s'étend du citoyen ordinaire de l'hégémonie. Mais avec moins d'un siècle d'existence, cela n'a pas encore suffi à éliminer ces différences. Bien que l'uniforme et l'équipement des légionnaires soient les mêmes, quelles que soient leurs origines, ils ont toujours le désir de mettre en avant leurs origines. C'est pourquoi ils sont nombreux à porter un morceau de tissu teinté d'une couleur spécifique qui identifie leur province d'origine. Certains vont même plus loin et portent aussi des vêtements de cette même couleur. Vous avez ensuite les agresseurs. Ce sont des légionnaires plus grands et les plus imposants. Brandissant leurs énormes épées à deux mains, ils sont chargés de porter l'affrontement directement contre l'ennemi. Sans peur, ils n'hésitent pas jamais à porter leurs coups de toute la force de leur corps et de leur volonté indomptable. C'est en s'engageant ainsi, en faisant lentement mais implacablement tournoyer leurs lames, qu'un mortel peut affronter et vaincre des créatures surnaturelles et inhumaines. Les agresseurs ont la force et le sang-froid nécessaires. En reconnaissance de la difficulté de leur mission, ils reçoivent le double des soldes classiques. Comme dit un dicton populaire de la Légion Noire, payez autant de fois qu'il faut de mains pour tenir l'épée. Ensuite, vous avez les pavois. Ce sont des légionnaires dont la valeur est supérieure à la moyenne. Ils ont pour mission de tenir bon sans flancher et avec détermination. Ils maintiennent leur position, assurés que l'élan de l'ennemi ne servira qu'à le faire s'empaler sur leur hallebarde, brisant le cœur des formations adverses. Vous avez ensuite les arquebusiers. Il n'est pas insurprenant que les arquebusiers forment les unités les plus distinguées de la Légion Noire. C'est ce qui vient en premier à l'esprit quand on évoque cette armée. Ils sont un symbole marquant qui représente à la fois une capacité offensive écrasante, grâce à leurs projectiles pouvant perforer n'importe quelle armure, et une défense inexpugnable, grâce aux boucliers derrière lesquels ils s'abritent pour tirer en toute sécurité. Les anges noirs. La Légion Noire se caractérise par son infanterie organisée et ses armes à feu modernes, mais derrière ce vernis civilisé se cache un cœur primitif hérité des cavaliers margares qui ont fondé l'hégémonie. Les troupes qui incarnent le mieux leurs acharnements féroces sont les redoutables anges noirs. Ces guerriers montés sont les troupes de choc de la Légion Noire. Ils sont toutes à l'opposé de nobles chevaliers participant à une joute. Les casques d'ébène cachent leurs cicatrices de pillards rusés. Leurs bras musclés manient leurs lances pour percer le cœur de leurs adversaires. Leurs chevaux n'ont pas été élevés dans les écuries cossues d'un château, mais dans les vastes prairies de l'Émédia. Ils ne portent pas de bannière, mais à bord un plumage qui les désigne comme les élus de Tragrul, l'oiseau tonnerre, qui amène ses ennemis. Qui anéantit ses ennemis, pardon, excusez-moi. Vous avez ensuite les héros du feu de givre. Les héros du feu de givre sont spécialisés dans la magie élémentaire, la plus efficace sur le champ de bataille. Depuis sa fondation, la Légion Noire dispose d'une artillerie capable de soumettre les ennemis les plus tenaces, et les héros de feu de givre sont la version mobile de cette artillerie. La puissance d'un canon concentré dans le corps fragile d'un elfe Aestéris solitaire. Ces elfes sont capables de lancer des sphères de feu brûlantes et de transformer les ennemis en statues de glace. Les faux des tempêtes accompagnent presque toujours un héros du feu de givre. En effet, chaque faux est toujours le jumeau d'un héros. Contrairement à leurs parents doués pour la magie, les faux des tempêtes ne sont pas des mystiques. Ils ont choisi la voie de l'épée et leurs jumeaux renforcent leurs excellentes habiletés martiales en enchantant leurs armes, leurs tranchants, coupant la chair avant même de l'avoir touchée.
La relation entre jumeaux est si forte que les affronter en même temps est une entreprise vouée à l'échec. Les aides ensuite sont les plus inquiétants de tous les astéries de la Légion Noire. Ces elfes sont toujours seuls et échangent rarement un mot avec quiconque, à l'exception du Hetman et parfois du Stratégos. On ne les voit jamais interagir avec les autres membres du corps des sorciers. Lorsqu'ils vous fixent droit dans les yeux, on a l'impression qu'ils scrutent votre âme. Leur silence s'explique parce qu'ils peuvent parler par télépathie avec les autres membres de l'armée à proximité. Cela rend les communications silencieuses possibles et impossibles à intercepter. Au combat, cette capacité confère à l'armée une synchronisation surnaturelle qui permet de mener des assauts parfaitement coordonnés. Les sapeurs. Les sapeurs avancent devant l'armée principale, se chargeant à la fois de démanteler les pièges ennemis et de poser leurs propres pièges sur le champ de bataille. Pendant que leurs compagnons dorment, ils creusent des fossés et placent les explosifs, sachant que le meilleur moyen de sortir victorieux d'un conflit est qu'il soit décidé à l'avance. Ceux qui ont un atout dans leur manche n'ont pas besoin des meilleures armes. Au sein de l'hégémonie, nous avons aussi les ingénieurs, qui symbolisent l'avancée technologique de l'Empire. Les inventions récentes ont radicalement changé la vie de tous les citoyens, mais les premiers à utiliser les découvertes les plus récentes sont toujours les militaires. Sur le champ de bataille, le visage de la technologie est représenté par les ingénieurs, responsables de l'entretien des armes à feu, des explosifs, des dispositifs mécaniques de la Légion Noire. Les engins de guerre, les warrigs. Les engins de guerre du distingué corps des ingénieurs et des artilleurs sont d'énormes exosquelettes hauts comme 2 varanques, propulsés par la puissance d'un moteur interne de feu et de richalque. Grâce à leur énorme force, ils peuvent écraser un homme d'un seul coup et charger avec d'énormes armes qui crachent du feu et du shrapnel sur leurs ennemis. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo lore sur l'hégémonie d'Immersic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Warcraft. N'hésitez pas à aller voir la boutique partenaire MaxiRev si vous désirez vous fournir les figurines et les règles de ce magnifique jeu de figurines distribué en France par Légion Distribution et créé par Corvus Belli. Voilà, merci à tous, à très bientôt, ciao ciao.